Bonjour à toutes et à tous, deuxième semaine de notre cours consacré à la constitution et à la gestion d'un dossier administratif. La semaine dernière, on avait abordé l'introduction de ce cours en parlant des notions de service public, approche organique, approche fonctionnelle. On avait aussi parlé des caractéristiques du service public, notamment les prérogatives particulièrement importantes qui sont celles du service public, mais aussi les obligations spécifiques qui en découlent. Et on avait parlé également de quelques principes qui guident l'action administrative des agents chargés d'un dossier administratif. Aujourd'hui, on va, pour terminer cette introduction, aborder notamment un aspect qu'on a tous rencontré dans notre carrière, c'est celui de la mauvaise image de l'administration. Dans un français un peu savant, c'est ce qu'on appelle la maladministration. Alors, c'est un terme qui reprend en réalité différents problèmes qui ont été mis en évidence, en particulier dans les années 70-80. Jusqu'à cette époque, effectivement, le service public avait une assez bonne presse, finalement. Le fonctionnaire était un peu au même rang, en quelque sorte, au sein de la société que l'instituteur ou éventuellement le médecin ou le notaire. Et puis, les choses ont commencé à mal se passer et l'image de l'administration s'est dégradée, en particulier dans les années 70 et 80, sous la pulsion de différents facteurs. Il y a notamment eu, au cours de ces années, une sorte de révolution conservatrice menée par les présidents américains et la première ministre britannique, donc Reagan et Thatcher, qui ont considéré, dans un courant de pensée, que l'État était plus le problème que la solution et qu'il fallait donc réduire drastiquement les pouvoirs de l'État, de l'administration. Alors évidemment, ce n'est que la face cachée. Évidemment, si ce type de slogan a bien fonctionné à l'époque, c'est parce qu'il y avait quand même des problèmes. On a tous connu, et on connaît tous des difficultés spécifiques au service public et les problèmes que cela implique. Il y a des clichés qui existent sur les services publics, mais qui ne reposent pas que sur des fake news, si vous voulez. Il y a effectivement des types de comportements qu'on peut remarquer dans le secteur public, et qui ne sont pas à l'honneur de celui-ci. On connaît tous des gens qui, par exemple, arrivant en fin de carrière, ont tendance à être souvent malades. On en connaît aussi qui ne font que le strict minimum dans leur dossier ou dans leur fonction, et ça ne donne certainement pas une minute de plus. Bon, bref, toute une série de comportements qui ne contribuent pas à donner une image particulièrement favorable ou positive du service public à l'égard du citoyen. Alors, il y a plusieurs caractéristiques de ce qu'on appelle la maladministration. Ce sont ici des idées qui reviennent le plus souvent et qui sont issues de ma propre expérience ou de mon propre regard. Il y a par exemple les pratiques de recrutement qui sont parfois un peu critiquables. J'ai donné ce cours aux agents provinciaux où tous avaient l'impression de dire que les recrutements se faisaient par copinage ou parce qu'on connaissait bien quelqu'un. Bon, je ne suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça, c'était peut-être plus une impression qu'une réalité, mais il n'empêche que, même si ce n'est qu'une impression, elle existe. Et donc, voilà, c'est sans doute dû au fait que, jusqu'il y a encore quelques années, ce genre de pratique était courant. Les recrutements qui se font sans examen, aujourd'hui, je pense, c'est peut-être un peu naïf de ma part, ont tendance à diminuer, en tout cas dans ma commune, mais ce n'est pas une valeur exaltative, mais dans plein de communes, je pense qu'on recrute en général sur la base d'un examen ou de différentes épreuves qui font qu'on choisit normalement le meilleur. Voilà, je ne doute pas qu'à certains endroits, il existe encore sans doute des pratiques de recrutement qui ne sont pas idéales, mais il n'empêche que même si aujourd'hui on a quelque part un peu amélioré la situation, cette idée de recrutement avec des méthodes critiquables reste. Il y a aussi des règles de fonctionnement qui sont toujours de plus en plus complexes. Et ça, à la limite, ce n'est pas tout à fait la faute des administrations, en particulier des administrations communales. Aujourd'hui, on est confronté à une hypertrophie législative, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de règles, de lois, de règlements qui se font. Pour vous dire un exemple, en 2017, j'ai les chiffres, le Moniteur belge, qui est donc l'organe officiel qui reprend l'ensemble des lois, des règlements au niveau fédéral, régional, communautaire, comptait 117 000 pages. En 2019, on était à 118 650 pages. En 2020, ce sera sans doute un peu moins en raison de la situation particulière, mais est-ce que vous comprenez bien 118 000 pages de texte par année pour un pays comme la Belgique?
J'ai un collègue qui dit que la décadence d'une société se mesure à l'aune de son hypertrophie administrative et législative. C'est-à-dire donc que plus on produit de là, plus on démontre qu'on est en décadence. Si c'est exact, je crois que la Belgique ait pris ce chemin-là depuis un certain temps. Voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de textes, de plus en plus de règles qui nous arrivent, avec lesquelles on doit jongler. Et ça ne rend pas toujours le travail facile ni pour nous, ni compréhensible d'ailleurs pour les personnes qui sont confrontées à cela. Nous avons tous été confrontés à des citoyens qui ne comprennent pas la règle, qui ne comprennent pas qu'il existe une loi et comment la faire appliquer dans tel ou tel cas. Et donc, ça donne aussi l'image d'un ensemble un peu corseté, incompréhensible, et en tout cas pour des décisions et des règles de fonctionnement qui ne sont pas toujours claires pour le citoyen, ce qui ne renforce pas l'image de l'administration. Autre critique qu'on fait souvent au service public, c'est l'accueil. On a tous été confrontés dans notre vie à un accueil peu agréable de la part d'une personne à l'entrée d'une administration. Il n'y a pas que de les administrations d'ailleurs, ça peut arriver dans le privé aussi, bien entendu. Mais voilà, on a tous été confrontés à la porte de prison quand on rentre quelque part. C'est pourtant un point essentiel, l'accueil. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est la première image que le citoyen a de la commune ou de l'institution en tant que telle. Et donc, il y a des efforts particuliers qui doivent être fournis et qui sont fournis dans ce domaine, mais il est vrai que pendant de nombreuses années, c'est peut-être un aspect qui a été négligé, et dès lors, on a souvent l'impression qu'on n'est pas toujours bien reçu dans les administrations. On a aussi, on y reviendra plus tard, l'impression, lorsqu'on est un usager, d'être un gêneur, et donc de perturber le travail, pour autant qu'on considère qu'il travaille, le travail des fonctionnaires. Donc voilà, ce genre d'image persiste aussi, et là aussi, il y a sans doute des améliorations à apporter. La question de la transparence du travail administratif est aussi approximative. La transparence, c'est-à-dire le fait de savoir où on en est dans le dossier du citoyen qui est devant vous. S'il vient se présenter à votre bureau et vous demande où en est son dossier, parfois, on a du mal à trouver l'information. D'une part, il y a parfois une petite culture du secret qui existe, et je reviendrai sur ce point-là. D'autre part, il y a des questions d'organisation qui ne sont pas toujours les plus efficientes. On connaît tous le cas du dossier qui est traité par René, qui est à 4/5e, et Marie-Josée, qui le remplace, est absente aujourd'hui. Donc voilà, il se retrouve sans solution à la question qui est posée par le citoyen. Donc, le travail de transparence, même s'il y a eu des efforts, là aussi, j'y reviendrai, n'est pas toujours bien perçu de la part du citoyen. Il y a l'idée également que dans l'administration, dans le service public, il y a peu de remise en question et on ne recherche pas nécessairement la qualité. On est fonctionnaire, donc on est payé à la fin du mois comme tous les autres, et finalement on ne fait pas beaucoup plus que ce qu'on nous demande et pas beaucoup d'efforts. C'est aussi souvent une idée reçue, de plus en plus une idée reçue, mais qui existe, qui est à la vie dure et qui n'est pas là que parce que c'est une fausse nouvelle. Il y a eu des cas comme ça, inévitablement. Encore une fois, on connaît tous l'un ou l'autre fonctionnaire qui agit un peu dans ce sens, même si je suis intimement persuadé que ce n'est pas la grosse majorité des agents qui travaillent dans les communes en particulier. Mais voilà, donc il y a le sentiment que on a toujours travaillé de la même façon et que donc on continue à faire de la même façon depuis des années et que on ne fait pas beaucoup plus d'efforts que ce qui est demandé, que le strict minimum en quelque sorte. La gestion des ressources humaines a aussi été souvent pointée du doigt comme étant un peu défaillante. C'est vrai qu'on a tous entendu l'idée que quand on entre à la commune, on n'en sort que quand on est pensionné ou bien quand on a tué quelqu'un. Là aussi, c'est largement exagéré, évidemment, mais il y a eu un temps où c'est sans doute un peu vrai. Depuis lors, on a fait pas mal d'efforts en la matière, notamment en ce qui concerne les pratiques de recrutement, j'y reviens, mais aussi les évaluations des agents qui se font plus régulièrement, les principes d'évolution de carrière qui font qu'on a peut-être parfois un peu plus de motivation à son travail. Mais là aussi, on a parfois l'impression, ou on donne l'impression, il existe en tout cas, qu'il y a une série de planqués qui sont là une fois pour toutes et qui n'en bougeront plus jamais. Et puis, je ne passerai pas sous silence un certain nombre d'affaires qui ont sali la fonction publique. On pourrait en citer beaucoup ces dernières années, pour n'en citer que le dernier, en tout cas le dernier de grande ampleur. Je rappelle quand même que Publifin était une intercommunale, donc un service public. Donc on ne peut pas dire que le comportement
de certaines personnes au sein de cette structure publique ait été exemplaire et a permis de redorer le blason de l'administration publique. Alors voilà, ce sont toute une série d'idées reçues qui circulent ou ont circulé euh, concernant les services publics et qui ont parfois été reliées par des personnalités importantes. Je vous cite quelques exemples ici dans le PowerPoint. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, on va reprendre. Ça n'est pas grave, ne quittez pas. Alors, une série voilà, de citations. La première, le pouvoir clanique consiste à utiliser les instruments de la démocratie pour installer au pouvoir un groupe, c'est-à-dire un clan, qui ne le recherche que pour s'en attribuer les avantages. C'est une citation de l'ancien président français qui est décédé récemment, d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing. Il nous dit qu'en fait, il y a une série de personnes qui recherchent le pouvoir, et ce n'est pas nécessairement que les mandataires. Hein. On sait qu'il y a des guerres de pouvoir aussi dans une administration, quelle qu'elle soit. Mais voilà, les guerres de pouvoir existent et il s'agit de confisquer les instruments pour uniquement conserver les avantages de ceux-ci. Ça illustre notamment ce que je viens de vous donner comme exemple dans le cadre de Publifin, entre autres, mais ça n'est pas le seul exemple. Alors, il y a aussi la notion d'expert qui intervient. L'expert, c'est quelqu'un qui en sait qui en sait de plus en plus sur moins en moins de choses, jusqu'à pour finir, il sache tout sur rien. J'ai du mal à le dire moi-même. On a souvent de plus en plus recours à des experts. C'est dû aussi au fait que la législation se complexifie, pour reprendre ce que je vous disais avant, mais il y a aussi une série d'experts qui sont un peu des fumistes. Hein. Donc des personnes qui en savent de plus en plus sur de moins en moins de choses, jusqu'à ce que pour finir, ils sachent tout sur rien. Bon, c'est caricatural évidemment, mais voilà, aujourd'hui, on s'installe, on se dit un peu facilement expert. Ça n'est pas pour ça qu'on a un vrai degré d'expertise, mais on constate qu'on y recourt de plus en plus souvent. Alors, un autre président français, également décédé, Jacques Chirac, décrivait la fonction publique comme cela il y a quelques années, des masses d'employés qui s'occupent en permanence à répondre aux flots de questionnaires et de paperasse qu'en face, des masses de fonctionnaires engendrent consciencieusement, sans que personne ne puisse dire, dans la plupart des cas, à quoi tout ça sert au juste. Il faut bien reconnaître qu'on est parfois confronté à cette situation, même dans nos administrations. On est obligé de rendre aux autorités supérieures une série de rapports dont on se doute parfois qu'ils ne seront pas nécessairement lus, mais ce qui importe, c'est qu'il ait été fait. On a des rapports annuels, des rapports trimestriels sur toute une série de domaines pour prouver qu'on a fait des choses. Une fois que ces rapports sont envoyés à l'autorité supérieure, sont-ils vraiment lus? Sont-ils vraiment pris en considération? Je me permets d'avoir des doutes parfois. Voilà, ça illustre aussi le propos de la complexification du paysage qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça n'assure pas non plus la transparence du travail qui est le nôtre. Une citation d'un écrivain qui est Gilbert Sinoué. Il écrit « N'oublie jamais que le Titanic fut construit par des experts et l'Arche de Noé par des amateurs ». Je reviens sur la notion d'expert. Donc, vous savez ce qui est arrivé au Titanic, évidemment. Hein, bien entendu, l'Arche de Noé, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas s'il a existé, mais en tout cas, il n'a jamais été détruit. Voilà, et donc, la notion d'expertise peut aussi être remise en cause parce qu'elle n'est pas toujours pertinente. Et puis, il y a cette mauvaise sagesse populaire que nous avons tous entendue aussi et qui ne nous aide pas. J'ai toujours fait comme ça. Je fais comme on a toujours fait, et donc c'est bon ainsi. Ça illustre le fait qu'on ne se remet pas en question. On a tous entendu ça, et quelque part, on est peut-être tenté de le faire de notre côté aussi. Hein. Puisqu'on a toujours fait comme ça, pourquoi changer puisque ça marche bien? Oui, mais l'évolution de la société fait que parfois il faut modifier quelque peu ces façons de faire, voir s'il n'est pas quand même question d'améliorer un peu ces processus. Et donc voilà, se cacher la tête dans ça pour dire qu'on a toujours fait comme ça et que ça marche bien et donc on continue comme ça n'est pas toujours une bonne solution non plus. Pour terminer, Aristote, philosophe grec du 5e siècle, disait « Quand en effet ceux qui exercent des magistratures sombrent dans la démesure et s'adjugent plus que leur part, les citoyens entrent en conflit avec eux. » Là aussi, c'est une question de valeur. Hein. Les citoyens attendent d'être représentés dignement par une série de mandataires, mais aussi par les personnes qui travaillent dans l'administration. Lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a des problèmes dans la gestion, naturellement, les citoyens entrent en conflit avec leurs représentants. Et aujourd'hui, évidemment, nous connaissons tous le fossé qui existe entre les représentants et même quelque part entre l'administration et les citoyens. Cela est dû à beaucoup de choses, évidemment,
mais là aussi, c'est un phénomène contre lequel il faut lutter. Alors, je vais essayer de représenter mon PowerPoint de manière un peu plus visible. Voilà, on en revient aux différentes illustrations. Alors, en ce qui concerne les différentes images négatives du service public, nous en avons quelques-unes qui viennent d'être citées. Mais le service public, à côté de cela, est aussi confronté à une série de défis. Il y a l'image qu'on doit essayer de réparer, et nous allons voir dans quelques instants qu'on a fait quand même pas mal d'efforts en la matière, même si les images ont la vie dure. Mais à côté de ça, il y a aussi une série de défis qui sont dus à l'évolution sociétale et auxquels l'administration, les services publics doivent faire face et auxquels vous, en tant qu'agent confronté à des problèmes parfois importants, à des dossiers que vous devez constituer et gérer, ben, vous êtes également confronté à ces défis. L'un de ceux-ci, c'est le recours aux méthodes de management du secteur privé. Alors, de plus en plus, c'est un constat qu'on fait. Que ce soit bien ou que ce soit mal, ben, chacun aura son point de vue sur la question, mais c'est un constat. Alors, certains s'en offusquent, considérant que ben, le privé et le public ont deux fonctions différentes. Hein. On l'a expliqué rapidement la fois dernière. Le privé recherche le profit, ce qui n'est pas une insulte. Le public, lui, a pour objectif de satisfaire l'intérêt général, donc les besoins collectifs. Les deux ne sont pas vraiment compatibles. Dès lors, faut-il considérer que les modes de gestion du privé sont totalement incompatibles avec les modes de gestion du public. Les valeurs ne sont pas compatibles, mais est-ce que les modes de gestion, eux, le sont? C'est une question. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus que les modes de gestion du secteur privé se sont instillés dans le secteur public et qu'aujourd'hui, ben, on travaille un peu, comme dans le privé. Je considère à titre personnel que ce n'est pas nécessairement un problème. Les valeurs du service public historique sont ce qu'elles sont. Elles doivent être protégées. Elles doivent évoluer aussi. Mais les modes de fonctionnement, eux, doivent être plus en lien avec l'évolution de la société. Et donc, si aujourd'hui, dans le service public, on travaille avec des notions telles que la performance, l'efficacité ou les objectifs, comme on le fait dans le privé, ça ne me pose à titre personnel pas un problème fondamental. Le tout est évidemment de ne pas sombrer dans les valeurs du privé. Donc, nous avons chacun nos valeurs. Celles du public sont estimables, évidemment, elles doivent être protégées, je le répète, mais il n'empêche que dans les modes de gestion, il ne me semble pas que ce soit un problème fondamental de recourir à des gestions qui sont celles du privé. Il ne s'agit évidemment pas d'avoir des comportements d'actionnaires majoritaires et de virer des gens à la première incartade. Ce n'est pas ça qu'il s'agit, mais c'est dans l'efficacité du service à rendre aux citoyens. Peut-être y a-t-il possibilité de trouver des bons exemples dans le privé. Donc c'est un défi, en tout cas, de pouvoir intégrer ces dispositions, ces valeurs, je dirais, pas ces valeurs, pouvoir intégrer ces modes de fonctionnement dans le secteur public. Un autre défi, c'est la révolution numérique et digitale qui est présente partout dans le monde et qu'on doit aussi intégrer. Il y a encore des administrations qui ont du mal avec l'informatique. On constate que de plus en plus aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir délivrer des documents par Internet et c'est très bien. Et donc, là, il faut que les administrations se mettent à la page de ce genre de choses. Le défi, c'est aussi de ne pas laisser sur le bord de la route toute une série de personnes qui, elles, ne sont pas familiarisées avec ce genre d'outils. Mais voilà, l'informatisation de l'administration a pris peut-être un peu de retard à certains égards. Je pense que ces dernières années, on a un peu rattrapé le coup, mais il n'empêche qu'il y a encore certains retards à rattraper pour être tout à fait à jour en la matière. Un des défis qui se pose également, c'est le poids budgétaire du service public. Ça n'est pas neutre. On a des conceptions idéologiques différentes. Certains considèrent que le secteur public, on a vu la définition du secteur public, donc tout l'appareil public doit être présent partout, il doit être renforcé. D'autres vont considérer que sur un plan idéologique, le secteur public doit se contenter des fameuses missions régaliennes, de faire ce qui correspond vraiment aux missions de base de l'État, la sécurité, etc., et sans plus. En tout cas, pour certains tenants, il n'est pas souhaitable que l'État, par exemple, joue le rôle de conducteur de train ou s'occupe de transporter les gens en bus, par exemple. Voilà. Alors ça, ce sont des débats idéologiques, mais qui ont un impact sur
le poids budgétaire que représente le secteur public dans l'ensemble du budget de l'État. Donc, plus on restreint le poids budgétaire du secteur public, moins le secteur public aura de moyens pour agir et de matière à gérer. Donc, c'est un débat qui existe depuis longtemps et qui fait s'affronter des tenants d'options ou d'idéologies différentes. Évidemment, il est clair que ces dernières années, la tendance est plutôt à la diminution du poids du secteur public. On peut prendre l'exemple en France, on va toujours prendre un exemple de la Belgique. Dans la situation actuelle, il y a un débat sur le fait qu'en France, on a octroyé, je pense que c'est de l'ordre de 50 milliards d'euros pour relancer le secteur privé aéronautique. Mais à côté de ça, on ne trouve pas d'argent pour refinancer le secteur de la santé. En tout cas, c'est ce qu'une série de personnes critiquent. Donc, voilà, là aussi, c'est des débats un peu compliqués, mais qui ont un impact quand même sur le rôle que nous jouons finalement en tant qu'agent du secteur public. La société a aussi évolué et entraîne qu'on doit aujourd'hui gérer de nouvelles matières. On voit bien, il y a parlé du numérique, il y a plein de nouveaux dossiers, de nouvelles matières qui se créent. C'est dû aussi au fait que la législation se complexifie. Je reviens encore une fois sur cet aspect des choses. Mais au-delà de ça, par exemple, pour le moment, beaucoup de communes découvrent ou sont occupées à gérer la question du bien-être animal. C'est un détail, ce détail, ce n'est pas une matière qui est particulièrement envahissante, mais néanmoins, on en ajoute toujours plus. Et donc, voilà, il y a aussi ce défi qui consiste à devoir intégrer de plus en plus de matières, de gestion à devoir prendre en compte dans notre travail quotidien. Autre défi, c'est le poids que représente l'Union européenne dans notre travail. On n'a pas l'air de se rendre compte, mais pourtant c'est bien présent. Alors, c'est lointain et en même temps très proche. Lointain parce qu'on a d'abord l'impression que l'Union européenne, c'est quelque chose d'opaque, d'incompréhensible. Vous aurez un cours, je pense, sur l'intégration européenne. On vous expliquera la différence entre le Conseil européen et la Commission européenne. Déjà, rien que ça, je pense qu'il n'y a pas 5% de la population belge qui est au courant de différentes institutions. Et on a à peu près l'image d'une institution européenne qui s'occupe des dimensions des boîtes de thon plutôt que de s'occuper des problématiques du citoyen. Mais il n'empêche, dans des décisions aussi lointaines, on constate qu'il y a des conséquences dans notre travail quotidien. Exemple, l'Union européenne a décidé il y a quelques années de libéraliser une série de secteurs qui jusque-là étaient réservés à l'État. Le meilleur exemple, c'est les services postaux. Depuis une dizaine d'années, jusqu'il y a quelques années, les communes, les CPAS faisaient appel au service de la Poste pour acheminer leur courrier. Bien, vous le savez peut-être, depuis quelques années, nous sommes obligés de procéder à un marché public. Et il y a d'ailleurs un opérateur privé qui s'est présenté sur le marché belge pour effectuer les mêmes services que l'opérateur historique qui est la Poste. Et donc, il y a une concurrence qui s'est créée entre ces deux opérateurs. Ils ont eu quelques marchés, mais ça n'a pas fonctionné de manière extrêmement importante. Autre illustration dans le domaine, c'est la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Auparavant, on avait un fournisseur d'électricité. Depuis lors, tout ça s'est multiplié avec là un peu plus de succès. Et donc, on est obligé de faire aussi appel à la concurrence pour ce genre de choses. Ça n'a l'air de rien, mais ce genre de décisions ont un impact sur notre fonctionnement quotidien. Alors, on est obligé de faire des marchés publics, on est obligé de contrôler une série de choses, etc. Le prix a aussi varié en fonction, vous le savez bien, vous voyez votre facture, le prix du gaz et de l'électricité a relativement peu tendance à diminuer. Donc voilà, tout ça a un impact aussi sur notre travail en tant qu'agent de service public. Voilà, donc quelques défis qui se posent au XXIe siècle pour une administration communale, une administration du CPS, ou de manière générale, n'importe quelle administration. Et ces défis sont à coordonner, à mettre en relation avec les valeurs historiques du service public. Ces valeurs historiques du service public, on les connaît, on les a déjà un peu évoquées la fois dernière. C'est naturellement la poursuite de l'intérêt général, hein, c'est ce qui nous différencie du privé. C'est aussi la continuité du service. Je vous renvoie à la loi de continuité. C'est le fait de continuer à offrir, à proposer des services aux personnes indépendamment des aspects financiers. C'est les questions d'égalité de traitement au sein d'un service public.
les objectifs, les valeurs de neutralité, de transparence, de sécurité juridique aussi. Hein. Une de nos valeurs, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur un socle juridique bien étayé. On agit, encore une fois, qu'au travers de la loi, et donc nos décisions sont motivées, basées uniquement sur la loi. Et ces valeurs historiques qui existent depuis le 19e siècle, quelque part, doivent être combinées avec ces défis dont je viens de vous parler, et avec ces valeurs un peu nouvelles qui sont issues du privé, ou ces modes d'organisation qui sont issus du privé, qui font appel à des notions telles que la performance, l'efficacité, l'efficience. Dans le syllabus, je vous donne une définition différenciée de ce qu'est l'efficacité et l'efficience. C'est en fait le fait de pouvoir travailler efficacement, c'est-à-dire remplir ses objectifs avec une utilisation du moins de ressources possibles, c'est ça, être efficace et efficient. Et donc, ça mène à la performance. Et donc, cet ensemble forme vraiment la base, je dirais, de notre travail aujourd'hui, des valeurs historiques, des défis à relever et des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux modes de gestion qui font que, ben voilà, on a aujourd'hui devant nous pas mal de travail à faire en tant qu'agent du service public. Et donc, fort de ce constat, il est question également de trouver un chemin vers le service public de qualité. Comment va-t-on arriver à ce service public de qualité? Vous, en tant qu'agent chargé de créer, de gérer des dossiers, comment allez-vous faire en sorte que votre travail soit efficace? Alors, au cours des dernières années, pour lutter contre les mauvaises images dont on a parlé il y a quelques instants, les gouvernants, pour utiliser un terme général, générique, ont mis en place une série d'outils qui nous servent au quotidien. Alors, c'est une série de notions que vous possédez sans doute intuitivement, d'autant plus si vous êtes relativement jeune dans la fonction publique. Hein. Je pense que c'est des outils qui ont quelques années maintenant, mais qui commencent vraiment à pénétrer dans l'ensemble de la population. Ceux qui sont plus anciens auront peut-être vu l'évolution en la matière, l'évolution du service public par rapport aux mauvaises images que j'ai décrites tout à l'heure. Il y a par exemple eu la charte de l'utilisateur des services publics qui date de 1992, donc il y a déjà quand même 30 ans de cela, mais néanmoins c'était déjà pas une révolution, mais une évolution intéressante où il était question de dire aux citoyens ce qu'il est en droit d'attendre de la part du service public. Et ce que le citoyen est en droit d'attendre, ben, c'est précisément déjà à l'époque la question de la recherche de la qualité, la transparence et la sécurité juridique. Et cette charte a été complétée en 2006 par une autre charte pour une administration à l'écoute des usagers. On a amplifié le phénomène, où on a introduit davantage les notions d'accueil, les notions d'accessibilité et de communication. Je vous engage à lire les annexes 2 et 3, je pense, de notre syllabus. Les deux chartes en question sont reprises en annexe. Rassurez-vous, ce n'est pas long, ça ne va pas vous prendre longtemps, mais je pense que c'est utile de vous rafraîchir la mémoire en quelque sorte avec ces notions qui, je répète, pour certains, sont sans doute déjà intuitivement intégrées. Pour d'autres, ben, peut-être que ce serait utile de le relire. Mais voilà, c'est un mode de fonctionnement qui vous semblera peut-être évident, mais il y a 30 ans, ben, ce n'était pas le cas. Ça vous montre aussi l'évolution qui a eu lieu. Vous connaissez sans doute tous la révision générale des barèmes, la fameuse RGB, qui date de 1994, donc elle est ancienne aussi, mais voilà, c'est déjà à l'époque aussi quelque chose de très intéressant, puisque il y a non seulement les échelles, bien entendu, hein, donc on a organisé le personnel en fonction d'échelles, d'échelons, etc., mais on a aussi et surtout, j'ai envie de dire, introduit les notions de formation. Si vous êtes ici, c'est une conséquence de la RGB. Les notions d'évaluation, avant il n'y avait pas d'évaluation du personnel, hein. Et voilà, différentes notions qui permettent d'améliorer le processus de gestion des ressources humaines et le processus de désignation des agents. Alors évidemment, en 1994, ben là aussi, ça fait presque 30 ans, elle n'a pas beaucoup été revue, la révision générale des barèmes, elle mériterait d'être bien liftée, si j'ose dire. Donc j'espère que ça l'aidera dans les prochains mois ou les prochaines années, parce qu'elle n'est plus tout à fait en lien avec les réalités contemporaines. La société a quand même bien évolué en 30 ans, et donc il y a sans doute certaines choses à changer. Vous parlez également de la loi sur la motivation des actes administratifs. C'est une loi qui date de 1991, donc on est toujours dans cette mouvance du début des années 90. Avant ça, ben, quand on prenait une décision, ben, on la prenait un point, c'est tout.
aujourd'hui, depuis cette loi, quand on prend une décision, on doit expliquer pourquoi, comment on l'a prise. Donc, c'est tout l'aspect de motivation, si vous voulez, de justification d'une décision. Lorsqu'une administration ou une autorité prend une décision à l'égard d'un citoyen ou d'une autre administration, elle doit justifier la raison pour laquelle elle prend cette décision, comment elle l'a fait, comment elle a respecté le processus, les règles, etc. Auparavant, il y avait une sorte de décision qui venait uniquement du fait du prince, en quelque sorte. Hein. On a décidé que c'était comme ça, et puis après, c'est tout. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir voir pourquoi, comment la décision a été prise, et aussi de pouvoir introduire des recours contre la décision si on n'est pas d'accord. La motivation des actes administratifs est un point capital de ce cours. On y reviendra plus tard dans le cours. Elle est d'ailleurs en annexe 1 du syllabus. Nous verrons ça plus en détail plus tard, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. D'autres lois ont été prises, notamment sur la publicité de l'administration. Hein, on passera aussi un certain temps sur la notion de publicité dans la troisième partie du cours. Publicité de l'administration parce que voilà, ça répond aussi à la critique du manque de transparence. Vous, citoyens, vous avez la possibilité de demander à peu près tous les documents d'une administration. Je dis à peu près tout, j'exagère évidemment. Mais voilà, il n'y a pas besoin de justifier nécessairement d'un intérêt particulier. Si vous avez envie d'avoir accès à un document spécifique d'une commune, d'une administration quelconque, vous avez le droit de le demander et surtout le droit de l'obtenir. Et vous, en tant qu'agent du service public, lorsque vous recevez une demande de ce type-là, vous devez pouvoir y répondre, ce qui explique que, en tant que gestionnaire de dossier, comme nous allons le voir dans ce cours-là, vous devez préparer votre dossier de façon à pouvoir répondre à toutes les demandes qui pourraient arriver quant à l'organisation de votre dossier. D'autres institutions comme les médiateurs qui ont été mis en place aussi avec plus ou moins de bonheur. Les certifications, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Hein. C'est aussi quelque chose qui vient du privé. Et pas mal de communes sont certifiées, c'est-à-dire qu'elles ont des processus qui font qu'on considère que leur mode de fonctionnement est efficace. Et puis pour terminer, cela n'apparaît pas dans le schéma ici, mais il y a dans chaque commune, dans chaque CPS maintenant, des PST, hein, des programmes stratégiques transversaux. On verra bien quel est l'avenir de ce nouvel outil. Là aussi, c'est clairement un type d'outil qui provient du privé, c'est la planification des actions qu'on va réaliser, la planification de nos objectifs, un outil qui vient du privé, voilà, sans doute un peu formel et qui mériterait d'être sans doute revu, enfin, je crois qu'il y a encore un peu de travail sur la planche concernant les PST, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas totalement inutile et qui peut représenter une opportunité. Donc, voilà pour ce qui est ce troisième point de notre introduction consacré aux problèmes de l'administration, les difficultés, la mauvaise image, les solutions qu'on tente d'y apporter et les défis qui sont les nôtres et qu'on va intégrer au quotidien dans notre travail. Alors, face à cela, l'agent doit respecter une série de lignes de conduite. Il y a une série de principes à respecter. C'est important parce que les autorités, au travers de la charte de l'utilisateur des services publics dont je vais vous parler, ont vraiment mis l'accent sur cet aspect des choses. Il y a des principes à respecter qui sont à la fois liés à l'agent en tant que tel, des principes qui sont liés à l'usager, c'est-à-dire aux citoyens, et des principes qui sont liés au cadre organisationnel, c'est-à-dire à votre environnement de travail au sens propre du terme. Les principes qui sont liés à l'agent, c'est notamment se remettre en cause, c'est repenser en permanence sa manière de fonctionner, c'est lutter contre le « on a toujours fait comme ça ». Alors, ce n'est pas la volonté ou la nécessité de faire une révolution permanente, hein. Ce n'est pas les putschs ou les coups d'État, c'est prendre du recul à un moment et se dire est-ce que la façon dont on travaille est la bonne? Est-ce que, en fonction de tel et tel événement, ou en fonction de telle ou telle évolution, il n'y a pas lieu de changer quelque peu la façon de faire? Peut-être que non, mais prendre du recul et repenser sa façon de travailler, c'est salutaire. J'essaie de mettre en place dans mon administration au moins une journée par an où chaque service se penche sur ces processus, sur ces modes de fonctionnement et voit si on peut éventuellement adapter, modifier, changer, améliorer certains aspects. L'agent, dans son fonctionnement, veillera à être transparent. On revient sur ce principe de transparence. Vous travaillez par la Défense nationale, donc vous n'avez pas des secrets à l'égard
ni de vos collègues, ni à l'égard des usagers. C'est être en mesure de pouvoir simplement dire à une personne où son dossier en est. C'est pouvoir aussi faire en sorte que quand vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Ce n'est pas nécessaire de tout fermer, tout boucler à clé et faire en sorte que vous soyez dans une forteresse permanente. Ça n'a pas de sens. Vous ne détenez pas des secrets d'État. Distinguer également les cas particuliers des exceptions. Ça a un impact sur votre travail. On a sans doute déjà rencontré, vous avez sans doute déjà rencontré ce type de personne qui fait le même travail depuis de nombreuses années et qui un jour a eu un cas particulier qui lui a posé problème. Et depuis lors, elle a totalement modifié sa façon de travailler et fait une série de vérifications excessives au cas où le cas qu'elle a rencontré il y a quelques années se reproduirait. Et donc, c'est peut-être très sécurisant, mais en même temps, elle travaille 2 fois moins vite. Et donc, voilà, est-ce que ça vaut la peine? C'est faire le tri entre ce qui peut arriver, effectivement, c'est une gestion des risques, et continuer à travailler de manière à nouveau efficace et efficiente. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur un risque potentiel. Ça veut dire qu'il faut être vigilant, mais est-ce que ça vaut la peine de remettre en cause toute sa façon de travailler pour faire une série de vérifications permanentes, là où finalement le cas ne se produit qu'une fois tous les 10 ans? Voilà. C'est vraiment tenter de trouver le juste milieu entre les cas réguliers et les exceptions. Et puis, principe lié à l'agent aussi, c'est le partage. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dans une forteresse, c'est partager les expériences avec les collègues. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Les collègues également des autres services. Un des problèmes que l'on constate également dans les administrations, j'en ai pas parlé, c'est la segmentation. Quand on travaille dans un service, on suit pas mal de ce qui se passe dans l'autre service. Quand on travaille, je prends un exemple, quand on travaille à l'urbanisme, on se fiche bien de ce qui se passe à la population et inversement. Alors qu'il peut y avoir des liens. Et puis, de manière générale, les affaires de la commune sont vos affaires. Donc, pour lutter contre ça, on a mis en place, si vous travaillez dans une commune ou un CPS de plus de 10 000 habitants, on a mis en place des comités de direction. Bon, là aussi, ça fonctionne plus ou moins. Mais il est important d'avoir, je pense, des regards sur ce qui se passe ailleurs et finalement mutualiser les bonnes pratiques lorsqu'elles existent. Ce qui est bien au service population peut éventuellement adapter, être bien pour le service urbanisme. Je prends ces 2 services-là comme j'aurais pu prendre 2 autres, évidemment. N'y voyez pas de ma part une mise à l'index de l'un ou l'autre service. Principe lié à l'usager, c'est le comportement que l'on doit adopter à l'égard de l'usager, du citoyen qui vient vous demander une information. Le premier, pas le premier en ordre d'importance, mais en tout cas, c'est la nécessité de faire confiance à l'usager. Le citoyen qui vient vous trouver n'est pas nécessairement un escroc. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui veut vous rouler ou qui vous veut du mal. Il faut pouvoir travailler parfois en confiance et en se basant, par exemple, sur des attestations sur l'honneur. Je prends un exemple très précis dans ma commune. Il y a beaucoup de gîtes, c'est une commune touristique qui accueille beaucoup d'étrangers en vacances ou en séjour dans des gîtes. Évidemment, les gîtes n'ont pas pu fonctionner de manière optimale cette année-ci en raison de la crise sanitaire que vous connaissez. Et donc, ils ont fermé une partie de l'année. Or, les responsables des gîtes payent une taxe à la commune. Et donc, il a semblé assez logique à la commune d'exonérer les responsables des gîtes d'une partie de la taxe. Donc, la décision qui a été prise, dans un premier temps, c'est de diminuer de X% de la taxe, je ne sais plus très bien combien, les gîtes qui pourraient prouver qu'ils ont eu une perte de revenus de 20% par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, la manière sécurisante et un peu trop administrative de gérer les choses serait de demander à chaque gîte les comptes de l'année passée, les comptes de cette année-ci, de vérifier pour qu'effectivement s'apercevoir qu'ils ont effectivement une perte de plus de 20%. Vous imaginez le travail que ça représente. On a quand même quelques dizaines, peut-être centaines de gîtes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 2 personnes à temps plein là-dessus pendant des semaines et des mois pour quelques dizaines d'euros? Voilà, faisons confiance. Alors évidemment, peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui n'a pas perdu 20% de ses recettes, qui n'a perdu que 18 ou 19%, mais qui a quand même tenté le coup et qui est passé. Pas sûr, hein, parce qu'en plus on les connaît, donc on sait plus ou moins quelles sont les personnes qui seraient susceptibles d'être à la limite des 20%. Mais voilà, est-ce que ça vaut quand même la peine
d'autant qu'on se laisse le droit malgré tout de demander une vérification s'il y a un doute. Mais systématiquement vérifier est sans doute excessif. Et donc, voilà, le principe de confiance, on ne peut pas demander la confiance du citoyen si on ne la lui donne pas de notre côté. Ça ne veut pas dire être naïf, évidemment, mais c'est pouvoir travailler de manière un peu plus libre et en confiance que ce qu'on pourrait le faire ou ce qu'on faisait les dernières années. Transmettre l'information, j'ai déjà dit, à l'égard du citoyen ou de l'usager, c'est de pouvoir lui donner l'information. Il n'y a rien de pire, je pense, que quelqu'un qui demande où en est son dossier et qu'on lui répond qu'on ne peut pas lui dire. Il n'y a pas de raison, je dirais, à moins de gérer des dossiers qui sont particulièrement sensibles, mais je ne vois pas très bien lesquels. Voilà, il n'y a pas de raison de cacher l'information, en tout cas de tenter de tout mettre en œuvre pour lui donner une information correcte. Avec les précautions d'usage, on est bien d'accord, mais parfois on réchigne à donner l'information parce qu'on se dit que la personne va se faire un film ou va rappeler 2 semaines plus tard parce qu'elle n'a pas eu l'information qu'elle souhaitait. Bon, voilà, là aussi, c'est une question de risque à prendre, mais je pense qu'on a tout intérêt à être transparent à l'égard du citoyen plutôt que de tenter de lui cacher les choses. Communiquer efficacement, c'est-à-dire dans un langage clair, cohérent, c'est important. Tous les citoyens ne sont pas des agents administratifs. Tous ne sont pas familiarisés avec le vocabulaire administratif et tous n'ont pas envie de lire 4 pages de courrier. Il faut pouvoir s'exprimer dans un français correct, déjà, première chose, un français sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire. On reviendra là-dessus d'ailleurs plus tard dans le cours. Il faut pouvoir le faire de manière synthétique et cohérente et sans utiliser non plus des termes juridiques que les personnes ne comprendront pas. C'est important aussi de pouvoir communiquer efficacement à l'égard des usagers parce que là aussi, ça permet de renforcer la confiance entre les deux parties, si j'ose dire. Et puis, protéger les données à caractère personnel, ça c'est un point super, super important, de manière générale, d'une part, mais également au regard du RGPD, vous en avez sans doute tous entendu parler, ceux qui travaillent en particulier dans les services population, état civil, étrangers, etc., ont été davantage, je pense, sensibilisés que les autres. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment un enjeu. Un enjeu parce que les données personnelles sont devenues elles-mêmes une monnaie d'échange. Nos données, vous faites pas d'illusion, nos données personnelles ont déjà été vendues et revendues plusieurs fois. Voilà, c'est devenu vraiment quelque chose qui vaut de l'argent. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, donc il faut être particulièrement prudent à cet égard-là. Et en tant que gestionnaire public, en tant que membre du service public, on a une vertu exemplative à donner. On doit respecter la règle et on doit protéger les données de nos citoyens. Il est évident que des règles comme le RGPD, dont vous avez entendu parler, ont été prises pour lutter contre les grandes entreprises. On connaît ça, c'est Google, Amazon, Facebook, etc. Oui, c'est vrai. Nous, on en subit les conséquences parce qu'on doit mettre toute une série d'actions en place. C'est vrai. Mais on doit, en tant que gestionnaire de services publics, faire en sorte que les données personnelles de nos concitoyens que nous gérons soient protégées. Alors, ça n'est pas que ça. Attention aussi à vous. Parce que vos données, vos comportements peuvent vous poser problème. Aujourd'hui, évidemment, on diffuse toute une série d'informations par toute une série de canaux, Facebook, Instagram, etc. Faites attention à ça. Évitez de faire état de vos humeurs et de vos impressions professionnelles sur des réseaux sociaux. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu récemment dans ma commune. Des puéricultrices avaient communiqué entre elles, en privé, sur un groupe WhatsApp ou Messenger. Voilà, et puis elles parlent entre elles. Il y en a une qui un jour était sans doute plus énervée que les autres jours et qui explique aux autres: moi j'en ai marre, ces enfants-là, je vais les frapper ou plus tard je vais les tuer. Bon, évidemment, il y en a une qui a été un peu horrifiée par ce qu'elle a entendu, donc elle a transmis l'information, qui est revenue à l'autorité, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, la puéricultrice qui avait dit ces phrases, qui était sous le coup de la colère, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Donc, elle a quand même eu pas mal de difficultés. C'est dangereux. Évitez de vous exprimer, vous, à titre personnel, sur votre profession, sur votre environnement professionnel, à des personnes, même des personnes que vous connaissez, mais avec de manière à ce que vous puissiez être enregistré. Évitez ce genre de choses. Vous travaillez beaucoup, j'imagine, en télétravail, alors vous avez un ordinateur portable. Évitez que le petit utilise l'ordinateur portable du travail pour jouer à Fortnite dessus.
Évitez que le grand vous pique l'ordinateur pour aller garder des films X dessus. Voilà, lorsque l'ordinateur revient à la maison communale après, vous risquez quand même d'avoir de sérieux problèmes. Donc, faites attention à ces données personnelles et à l'usage des moyens de communication actuels. Et enfin, troisième type de principe à respecter sont les principes liés au cadre organisationnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre environnement de travail, votre manière de travailler. Ce sont des principes qui rejoignent ce qui a déjà été dit, c'est assurer la transversalité de l'information. Lorsque vous allez gérer des dossiers importants, ce que nous allons voir dans ce cours-ci, ces dossiers vont devoir faire appel à différentes compétences, c'est-à-dire que vous allez devoir faire appel au service travaux, au service marché public, au service personnel, que sais-je, enfin, en fonction de la difficulté de la question qui se posera dans votre dossier, il y aura une transversalité à assurer automatiquement. Transversalité, c'est aussi celle de l'information, je reviens là-dessus, transmettre l'information aux collègues et aux citoyens. Évaluez votre action administrative dans le but d'améliorer, de réorienter votre façon de travailler. On en a déjà touché un mot, avec pour objectif finalement de simplifier ce qui peut l'être. On est dans un monde de plus en plus compliqué, dans un monde où il y a de plus en plus de règles, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si on peut faire en sorte que notre cadre de travail soit un peu plus simplifié pour faire face à cette déferlante de règles, c'est pas plus mal. Donc voilà, dans ce cas-là, mieux vaut évidemment travailler en commun. Il y a plus dans 2 têtes, dans 3 ou dans 4 que dans une. Donc c'est utile de travailler de manière transversale, de manière évaluative et de manière simplificative. Voilà une série de principes à respecter dans votre travail quotidien et dans votre travail de gestionnaire de dossiers administratifs. À côté de ça, j'aimerais également faire un petit focus sur la gestion du temps. Tout ça est lié, évidemment. Aujourd'hui, le temps de travail, ça représente une bonne partie de notre activité quotidienne. Hein. On y passe 8 heures, quelque chose comme ça, 8 heures par jour. Hein. Ça dépend un peu des communes et des CPS. Et donc, 8 heures par jour, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend un peu du travail qu'on a. Parfois, on est surchargé. Parfois, on a un peu plus de disponibilité. Ça dépend. Mais le facteur temps est de toute façon déterminant de manière générale dans notre vie. Hein. Aujourd'hui, on court tous après le temps. Hein, parce qu'on a une vie de famille, on avait des loisirs. Voilà, donc on a tous des vies qui sont très rythmées. Et il importe de pouvoir maîtriser cet aspect de gestion du temps. Alors, j'ai relevé une série de lois. Encore une fois, loi, c'est un grand terme, mais en tout cas de principes qui existent et qui ont été établis par des chercheurs, des sociologues, des psychologues. Vous verrez ça dans le syllabus. La première loi, dite de Parkinson, est la suivante. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Bon, ça veut dire quoi en termes plus accessibles pour tout le monde? Ça veut dire que plus on a du temps pour faire une tâche, plus de temps ça prendra. Si on a un mois pour faire quelque chose, on va quand même prendre tout le mois pour le faire. Et en général, c'est toujours dans les derniers jours qu'on travaille. C'est humain, je veux dire, ce sont des principes qui s'imposent à nous quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, non, le principe consiste à lutter contre ça. C'est de pouvoir planifier. On va revenir très souvent sur ce terme. La planification est vraiment un des enjeux essentiels de notre travail au quotidien, mais également de la constitution et de la gestion d'un dossier. Un dossier ne pourrait être constitué efficacement et géré efficacement que s'il y a une planification qui a été faite. On reviendra là-dessus. Mais dès maintenant, dans votre travail quotidien, il convient, dans la mesure du possible, d'essayer de planifier. Vous avez un mois pour le faire? Super, commencez le plus vite possible. Ce cours commence le 4 janvier. Voilà. Je savais que je devais le faire pour la fin du mois de décembre. J'ai quand même commencé fin décembre. Donc, je vous donne des principes que je n'applique pas moi-même, mais j'essaye quand même de temps en temps. Ceci n'est pas un bon exemple. Pour d'autres dossiers, je m'y prends un peu plus tôt, évidemment. Mais voilà, on a des réflexes humains qui existent comme ça, contre lesquels il faut pouvoir lutter. Deuxième principe, un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsque vous avez une tâche un peu complexe à faire, mieux vaut s'y consacrer pendant 1 heure ou 2, ou même une demi-journée, une journée entière, que de le faire par période d'une demi-heure, puis on recommence le lendemain une demi-heure, etc. On y perd en efficacité comme ça.
s'agit en fait de regrouper les tâches de même nature et de faire en sorte qu'on s'octroie un moment où on peut travailler de manière sûre sans être dérangé. Quitte à s'isoler, ça dépend un peu de la morphologie de votre environnement de travail, mais en fonction du dossier que vous avez à traiter, c'est utile et nécessaire parfois de s'isoler, de se mettre dans un bureau tout seul pour pouvoir se concentrer et travailler activement sur son dossier. C'est d'autant plus vrai si vous êtes dans un service qui est en contact permanent avec le citoyen. Si vous êtes au guichet, par exemple, vous avez un travail compliqué à faire, mais vous devez vous interrompre toutes les 40 secondes pour répondre à une demande du citoyen, vous n'arriverez jamais au bout de votre travail. Ou plutôt, vous y arriverez, mais en ayant pris beaucoup plus de temps et en ayant dépensé beaucoup d'énergie et avec moins d'efficacité au final que si vous aviez réalisé ce travail en continu. Principe suivant, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Alors, c'est en fait un principe qui consiste à dire qu'à un moment donné, on devient tellement spécialiste qu'on en devient inefficace. Pour prendre un exemple précis, je reviens sur les réseaux sociaux, technologie de la communication. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de s'exprimer que plus personne n'est audible. Il y a tellement de communication dans tous les sens que finalement, ça passe inaperçu. Autre exemple, la mobilité. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de se déplacer, tout le monde a sa voiture, mais il y a tellement de voitures qu'on n'avance plus, il y a des bouchons. Donc, il arrive un moment où, finalement, on devient inefficace. Appliqué au travail de l'agent, c'est qu'il arrive un moment où on se concentre tellement sur une tâche qu'on finit par devenir inefficace parce qu'on perd le recul. Encore vous citer un exemple personnel, quand j'étais étudiant, ça remonte à quelques années, donc j'ai des excuses. Quand j'étais étudiant, mon premier mémoire de fin d'études, les 3 derniers jours, je ne savais plus ce que j'écrivais, je ne savais même plus qui j'étais. Parce que j'ai tellement travaillé dessus, et en plus le temps était limité, donc j'ai tellement travaillé dessus qu'à un moment donné, on perdait le fil de ce que j'expliquais, on perd le recul nécessaire pour avoir un regard normal ou lucide sur son travail. Voilà, donc là, ça rejoint un peu les précédents. Naturellement, pour mon mémoire, j'ai tout donné les 3 derniers jours, bien entendu. Je m'y suis pris, comme toujours, un peu tard, mais ça revient au premier principe, c'est dans la mesure du possible, d'essayer de planifier, de prévoir des moments où on peut s'octroyer des pauses. Parce que quand on travaille à l'arraché, au finish, on n'en fait pas et finalement, c'est moins efficace. Voilà, et dans la mesure du possible, de mettre en place une technique. Je vous propose en annexe du syllabus, en annexe 8, la technique du Pomodoro. Vous verrez ce que c'est. C'est en fait une technique qui consiste à travailler pendant 25 minutes, s'arrêter 5 minutes et reprendre comme ça au fur et à mesure. C'est plus efficace que de travailler 3 heures d'affilée en quelque sorte. Mais chacun a son rythme et le but, c'est d'écouter, de connaître son rythme, de se connaître soi-même pour pouvoir être maître de son rythme. Alors évidemment, si votre rythme, c'est travailler 5 minutes et s'arrêter 25, évidemment, vous aurez sans doute quelques difficultés. Chaque individu a une inclination naturelle à d'abord faire les choses qui lui font plaisir. Mais oui, on recherche avant tout le travail qui est le moins stressant. On recherche la satisfaction immédiate. Voilà. Là aussi, je sais que certains d'entre vous me diront non, moi, quand j'ai quelque chose de difficile à faire, je le fais au début. Oui, on le fait parfois, c'est vrai. Mais de manière générale, quand on est honnête avec soi, on recherche d'abord la facilité avant de se pencher sur la difficulté. Voilà. Alors, le but, c'est de trouver évidemment, comment dire, là aussi, le juste équilibre et de faire en sorte que les tâches les plus difficiles, on ne les reporte pas systématiquement à la fin parce qu'on n'a pas envie de les faire et parce qu'à ce moment-là, ça devient difficile. Et on rentre dans le schéma que je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'on a moins de temps pour les faire, donc on est moins lucide sur son travail et comme on n'aime pas les faire, en plus, on les fait moins bien. Les choses prennent plus de temps qu'on ne l'imagine au départ, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Ça, c'est la loi de Hofstadter. Et il nous dit que quand on prévoit de faire quelque chose, ça prend toujours plus de temps que prévu. Et même si on sait que cette loi existe, ça prendra quand même plus de temps que prévu. Pour vous citer un exemple, voilà, j'avais prévu d'enregistrer cette séquence-ci une après-midi.
Et puis, je vais aller à 4 heures, j'aurai fini. Il est 5h30, je n'ai toujours pas terminé. Parce que ça prend toujours plus de temps que prévu. Je perds du temps, mais ça me fait plaisir, à vous expliquer une série de choses. Je connais la loi de l'Hofstadter, je me dis que ça prendra peut-être un peu plus de temps, que j'aurais terminé, plutôt que terminer à 4 heures, j'aurais terminé à 4h30. Et finalement, les 5h30, j'ai toujours pas fini. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Alors, comment lutter contre ça? C'est de faire une planification, on revient à cet aspect de planification, suffisamment large. Bien sûr, lorsqu'on a un objectif de date à atteindre, il faut le respecter, mais d'où l'intérêt de commencer le plus tôt possible. Et donc, de s'octroyer là aussi des périodes tampons qu'on pourrait utiliser si jamais quelque chose se passe mal et que ça prend plus de temps que prévu. Et ça, cette loi-là, c'est garanti 100%. Je dirais, ça n'arrive jamais qu'un dossier roule comme ça du début à la fin sans qu'il y ait un problème. Il y a toujours à un moment donné un problème qui fait que ça prend plus de temps que prévu. Donc, ce que retirer de tout ça, c'est des principes d'action. C'est tenter de planifier, ça va vous être utile dans la constitution de votre dossier. Vraiment, un des axes fondamentaux, ce sera de planifier les différentes étapes de votre dossier, de prioriser également, de pouvoir discriminer ce qui est important de ce qui l'est moins, et donc d'accorder plus d'importance évidemment à ce qui est prioritaire par rapport à ce qui l'est moins, et puis de pouvoir dire non. Alors quand je dis dire non, c'est pas refuser le travail, hein. C'est pas dire à votre chef qui vient dans votre bureau pour vous demander quelque chose, non, j'ai pas envie, en vous croisant les bras. C'est pas l'objectif évidemment. Mais voilà, parfois en tant que chef, et je parle aussi pour moi, hein, on est parfois confronté à cela. On charge parfois la barque de celui dont on sait très bien qu'il le fera et qui ne respectera pas. Voilà, mais si vous êtes dans la peau de celui qui reçoit ces instructions-là, voilà, à vous de pouvoir, non pas dire non nécessairement, mais c'est de dire ok, je le ferai, mais je le ferai quand j'aurai fini le reste. On prend un exemple de ma commune. On a un service technique, c'est le service des ouvriers, qui a beaucoup de travail, et donc le collège demande régulièrement au service de faire ça et ça. Et donc mon agent technique en chef, qui est le chef du service et que je soutiens, dit au collège, ok, moi je vais bien le faire, mais j'ai le même nombre d'ouvriers, hein, je n'ai pas plus. Et donc votre travail, dit-il au collège, je le ferai, mais je ne sais pas le faire avant 2 mois. Si vous voulez le faire autrement, il faudra faire appel à du privé, par exemple. Donc voilà, c'est dire oui, ok, mais dans les conditions qui sont supportables pour moi. Alors, encore une fois, supportable, ça ne veut pas dire je fais 7h36, si vous faites 7h36, et il n'est pas question que je fasse 7h37. C'est pas ça. C'est de pouvoir faire en sorte que votre travail, vous puissiez en rester maître et que vous ne soyez pas systématiquement débordé, parce que quand on est débordé, on est là aussi moins efficace. Quelques autres principes également qui peuvent entrer en ligne de compte, quelques lois, parfois certaines amusantes, tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Comme je vous le disais, un dossier ne se passe jamais totalement bien. Il y a toujours bien une foire à un moment donné. Et donc, quand il existe 2 façons de régler un problème, dont une qui mène à la catastrophe, quelqu'un prendra toujours cette voie-là. Exemple, votre professeur préféré, c'est-à-dire moi, avait mis les différentes vidéos et les différentes informations de secours sur une page dont je me suis aperçu plus tard que ce n'était pas la bonne. Et j'ai donc dû recommencer et mettre toutes ces informations sur la bonne page. Voilà, il y avait 2 voies, j'ai choisi la mauvaise. Alors, ce n'est pas le principe de la tartine de confiture, ce n'est pas ça, mais quand il y a 2 possibilités, dont une qui mène à la catastrophe ou à des problèmes, il y a toujours bien quelqu'un qui suivra cette voie-là. Et donc, voilà, la manière de lutter contre ce principe, c'est, à la mesure du possible, de sécuriser cela, de sécuriser notre dossier, d'éliminer le plus possible les possibilités de dérapage, d'anticiper les problèmes qui pourraient se poser, sachant qu'on ne peut pas être non plus tout prévoir à 100%, hein, on ne voit pas l'avenir. Mais voilà, c'est avec l'expérience, souvent de voir à quel moment, à quel endroit un dossier pourrait déraper et de prévoir cela dans sa planification et dans la constitution de son dossier. Plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires. Et donc, plus on étale ses affaires, moins on les retrouve. C'est ça l'aspect corrélatif. Ça aussi, c'est une grande vérité. Il y a des gens qui, on peut leur donner la terre entière, ce sera encore trop petit. J'ai un service dans lequel les agents, je les voyais dans leur bureau, ils étaient sous des monceaux de papier. Je me dis, les gars, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et il se trouve qu'à un moment, un bureau à côté s'est libéré. J'ai donc pris l'initiative de séparer le service en 2. Et donc,
Les agents ont donc eu 2 fois plus de place. Et donc, maintenant, il y a 2 fois plus de bordel, passez-moi l'expression, dans le service, parce qu'ils ont toujours autant de papier, mais multiplié par 2. Plus on a de la place, plus on étale ses affaires, plus on a des murs, plus on construit des bibliothèques ou des armoires, et plus on range les choses. Alors, quand on les range, ça va, on peut les retrouver facilement, mais ce qui ne va pas, évidemment, c'est d'avoir des bureaux surchargés dans lesquels il faut comment dire, presque déménager une demi-administration pour retrouver un papier. Le problème, c'est qu'on passe un temps infini à essayer de retrouver une information en document. Ce que je vous dis ici est valable pour les affaires physiques, c'est aussi valable pour les affaires numériques, informatiques. Dans vos dossiers personnels dans votre ordinateur, là aussi, il convient d'avoir une gestion, un classement, un mode de recherche qui vous permet de retrouver le plus facilement possible les informations, les documents. 80% des effets sont produits par 20% des causes. Ça rejoint l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du cas exceptionnel qui se produit une fois tous les X temps, mais qui fait en sorte que l'agent vérifie tout plusieurs fois pour éviter que ce cas se reproduise. 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un travail de répétition. Il faut séparer de nouveau l'essentiel de l'accessoire, puisque l'essentiel produira 80% des effets. Et donc, l'accessoire, ben, c'est les 20% qui restent. Et dans ce cas-là, ben, c'est sûr qu'il faut le prévoir, mais il ne faut pas nécessairement passer 80% du temps dessus. Dans une hiérarchie, principe de Peter, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Il y a un moment où on arrive tous à un niveau où on n'est plus compétent. Je suis directeur d'une commune comme Plombières, 10 000 habitants. Je ne vais pas dire si je fais correctement mon travail, mais enfin bon, a priori, mon collège n'est pas trop insatisfait. Mais si demain on me demande de gérer la ville de New York, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Donc il y a un moment où on dit être compétent parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes pour ça. On n'a pas la formation, on n'a pas l'expérience. Bref, il arrive un moment où on arrive à un niveau d'incompétence. Ce n'est pas pour ça que tout le monde est à son niveau d'incompétence. Or, vous êtes des employés, la plupart d'entre vous, je suis certain que la plupart d'entre vous considèrent que ces chefs sont incompétents ou sont ignares ou sont des idiots. Pas tous. Mais voilà, vous avez tous et toutes l'impression que, en tout cas à un certain moment, une décision qui a été prise n'était pas la bonne et que celui qui l'a prise est un idiot. Peut-être est-ce vrai, mais il y a aussi une part de subjectif, une part d'impression là derrière. Si la personne a pris cette décision, c'est qu'elle avait sans doute de bonnes raisons, ou peut-être pas. Mais on ne le sait que s'il y a une communication. Et donc, on revient au principe de communication, au fait que une décision, pour être bien comprise, doit être bien communiquée. Si un jour vous avez des responsabilités dans le service, vous serez amené à prendre des décisions qui sont peut-être parfois difficiles, mais qui passeront mieux ou moins mal si elles sont bien expliquées aux personnes à qui elles s'adressent. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'elles seront bien expliquées qu'elles seront acceptées, mais en tout cas, vous aurez fait votre travail. Après, il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, évidemment, mais vous aurez fait ce qu'il faut pour que cette décision soit acceptée. Ce sont donc une série de principes qui alimentent votre réflexion, qui doivent alimenter votre réflexion dans votre travail quotidien, d'agents, de manière générale, et d'agents chargés de constituer et de gérer un dossier administratif. Alors, on va terminer cette introduction par la notion de dossier administratif en tant que tel. Je vous ai déjà expliqué que le dossier administratif, ce n'est pas simplement une série de feuilles qu'on classe, c'est aussi un objectif, c'est surtout un objectif à atteindre, une solution à apporter à un problème qui est créé, qui est posé par un citoyen, par une situation quelconque. Gérer un dossier, c'est donc apporter une solution à une problématique qui se pose à l'administration et dont vous êtes chargé. Le dossier est donc quelque part le mode d'expression privilégié du service public. Nous sommes là pour répondre aux questions qui se posent, aux problèmes qui se posent aux citoyens. Et donc, on va voir un mode de gestion des différents dossiers administratifs, mais le dossier, lorsque vous le constituerez, et non, on parle vraiment du dossier physique, lorsque vous constituerez son dossier, vous devez toujours le constituer avec ces différents principes. Il est constitué de manière à ce qu'on puisse vérifier sa complétude, c'est-à-dire faire en sorte qu'il est complet, et donc organisé en conséquence. Le dossier doit être organisé de manière à ce qu'on puisse
pouvoir y insérer de nouvelles pièces au fur et à mesure. Dans votre dossier physique, je dirais, il doit être organisé de telle sorte que des nouvelles informations devront s'y glisser et devront s'intercaler entre celles qui existent déjà. Votre dossier devra être constitué de manière à pouvoir informer utilement le demandeur et le décideur, c'est-à-dire informer utilement votre hiérarchie, c'est-à-dire que lorsque votre hiérarchie vous demande où en est cette question, où en est ce dossier, vous devez être capable de ressortir physiquement le dossier et de pouvoir expliquer à votre hiérarchie où ça en est, ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire. Même chose à l'égard du demandeur, si c'est un dossier qui touche une personne, un citoyen, je vous demande où ça en est, vous êtes capable de ressortir le dossier et en l'ouvrant, de savoir où vous en êtes. Donc, il doit être organisé de cette manière. Il doit être organisé de telle sorte que vous serez en mesure d'exécuter correctement la décision que l'autorité a prise. Donc, votre dossier sera constitué et géré de telle sorte qu'à la fin, l'autorité prend une décision, et après, il vous revient de faire exécuter cette décision. Et enfin, il sera préparé pour que le classement et l'archivage, au final, soient efficaces. Et donc, notre dossier administratif, notre cours plus exactement, va se baser en trois grandes phases qui constituent les phases de constitution et de gestion du dossier administratif. La première, c'est l'avant, la deuxième, c'est le pendant, et la troisième, c'est l'après. Avant, c'est avant que le dossier administratif n'existe réellement. On verra quelles sont les origines du dossier, on verra comment poser la problématique, on verra la question de l'auteur de la décision à prendre. Et une fois que ces éléments-là sont pris en considération, commence la phase pendant, c'est-à-dire le dossier commence vraiment sa vie. On verra les questions relatives aux recherches à faire pour trouver la solution, à la manière de consulter, aux différentes consultations qu'on peut faire pour arriver à la solution, aux vérifications à faire, à la proposition de solution qui répond à la question de base, à la manière dont on le rédige et à la présentation à apporter à l'autorité pour que cette autorité prenne la décision qui vous semble, en tant que gestionnaire, la plus opportune, la plus efficace. Ça, c'est tout ce qui précède la décision, c'est le pendant. Et puis, vient après la décision, la phase après, c'est-à-dire tout ce qui suit la décision, soit l'exécution de cette décision, parce qu'une fois que la décision est prise au plan administratif, il faut qu'on la mette en œuvre. Donc, comment la mettre en œuvre? Le suivi de tout votre dossier, jusqu'au classement et jusqu'à l'archivage de votre dossier. Et donc, le schéma de notre cours est le suivant. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une usine à gaz. On verra ça dans le détail. Donc, 3 phases, avant, pendant, après, c'est ce qui apparaît au-dessus en rouge. Et vous voyez déjà que tout en dessous, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, y apparaît, ça forme le socle de votre travail, de votre réflexion. On revient sur les questions de service public, de régime juridique spécifique du service public, les 3 lois, le respect de la légalité, la qualité du service public dont on a parlé aujourd'hui, l'efficacité du travail qui est le nôtre et la ligne de conduite de l'agent. Tout ça forme le socle, la base sur laquelle vous allez agir pour la constitution et la gestion du dossier. Dans la prochaine vidéo, toujours cette semaine numéro 2, nous aborderons la question, plutôt la partie avant, c'est-à-dire la naissance du dossier. Nous apprendrons à nous poser les bonnes questions par rapport à la situation de départ. Nous apprendrons les différentes origines du dossier, interne ou externe, et nous parlerons de la question de la compétence de l'autorité, puisque un dossier se matérialise par une décision de l'autorité. Quelle est cette autorité? Qui est l'auteur de la décision? Et comment déterminer l'auteur de cette décision? Voilà qui clôture cette première vidéo de la semaine 2. Je vous retrouve dans quelques instants dans une deuxième vidéo qui parlera donc de la première partie du cours, c'est-à-dire l'avant. Voilà, à tout de suite, à dans quelques instants.